Bien, Madame la Ministre, chère Chrysoula, Monsieur le Ministre, cher Bernard, je veux remercier d'abord celui qui nous reçoit ici à l'Assemblée nationale, qui me permet de faire mon grand retour ici à l'Assemblée nationale, et une assemblée que j'ai fréquentée pendant plus de 25 ans, mais qui a pris maintenant des formes nouvelles dans ses manifestations. Je suis heureux de retrouver, bien sûr, François Rebsamen, parce que si je suis là, ici, à votre invitation, c'est parce qu'il en a délibéré souverainement. Et je veux saluer toutes celles et tous ceux qui se dévouent, comme vous, pour la coopération décentralisée, comme l'on disait à l'époque. Votre événement se tient dans un moment particulier pour notre pays, puisque depuis maintenant près de 5 jours, 5 nuits, devrais-je dire, il y a un déchaînement de violence et que ce sont les maires ou les élus, de manière générale, qui font face avec le concours des forces de l'ordre pour rétablir le calme et retrouver la tranquillité. Ce qui ne peut pas non plus nous laisser sans réponse par rapport à ce qui a déclenché l'événement lui-même. Des attaques contre les personnes ont touché de nombreuses villes et des maires ont été eux-mêmes, on le sait, frappés, compris à leur domicile. Et s'il n'y a pas eu des situations aussi dramatiques que celle de Leïl et Rose, il y en a eu d'autres, beaucoup plus discrètes et qui sont d'autant plus dangereuses. Avec la question pourquoi des jeunes, souvent très jeunes, s'attaquent à des mairies, à des équipements qui sont aussi essentiels pour la population, mais surtout pourquoi aller vers l'élu et vers le maire? Parce qu'il serait le dépositaire d'une politique publique qui serait jugée inefficace ou injuste? Même pas, puisque souvent les maires en font davantage que ce qui leur est offert comme moyen pour agir. Non, je pense qu'il y a une confusion qui s'est installée. C'est-à-dire que pour un certain nombre de ces émeutiers ou de ces jeunes qui ont perdu le sens et les repères, le maire, c'est l'État. Le maire, c'est l'autorité. Le maire, c'est ou l'empêcheur ou le représentant de la force. Ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que les maires n'ont pas cette compétence et n'ont pas cette capacité à pouvoir gérer des situations de cette ampleur. Donc on s'en prend à une personne ou à une fonction alors même qu'il n'y a pas les raisons, les justifications même à ce déchaînement de colère. Ce qui doit nous conduire d'ailleurs, enfin, ce sera les réponses qui seront sans doute apportées dans les mois qui viennent, à mieux préciser les responsabilités des uns et des autres et à faire preuve de beaucoup plus de décentralisation. Parce que dans certaines situations, dans certaines circonstances, si les maires avaient, et les élus en général, davantage de capacités pour intervenir, ça se passerait mieux dans notre pays. Ça irait plus vite, ça serait plus simple, ça serait sans doute plus facile pour établir les liens qui conviennent avec la population. Alors c'est pas l'objet de votre événement, puisque vous êtes sur le monde. Mais comme l'a dit Hubert, c'est vrai qu'on ne peut plus détacher ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe ici. Tout a un effet. Et d'ailleurs même ce qui se passe ici a un effet dans le monde. Les images qui circulent, euh, ces actes de violence qui surprennent, qui sidèrent, nous sidèrent, mais sidèrent le monde. Ce qui ne doit pas non plus nous laisser indifférents ou insensibles. Je vois les communiqués de commisération venant de pays soi-disant amis, qui déplorent ce qui se passe ici et qui nous apportent toute leur solidarité, oubliant même ce qui s'est passé chez eux il y a encore quelque temps. J'ai même vu un communiqué du ministre des Affaires étrangères iranien
qui a demandé à la police française d'être plus dans la retenue. C'est quand même formidable. Sans doute pour s'adresser à une population musulmane, pour lui montrer qu'elle était sous le joug. Enfin, il faut répondre. Quand on manifeste en Iran et qu'on tombe sur des forces de l'ordre, elles tirent avec des balles réelles. Et quand on interpelle les chefs ou même les simples exécutants de manifestations, bah, justement, ils sont exécutés, purement et simplement. Alors c'est effectivement le monde tel qu'il est, qu'il nous appartient aussi de comprendre pour mieux agir. Et c'est votre événement qui me permet d'y revenir. Euh, la situation du monde, elle est particulièrement grave parce que il y a toujours eu des guerres, y compris depuis 70 ans. Euh, mais ces guerres étaient ou localisées, ou elles étaient les prolongements de dénouement de décolonisation ou d'affrontement entre deux blocs. Mais là, nous avons une guerre en Europe, puisque l'Ukraine aspire à entrer dans l'Union européenne, et une guerre qui n'est pas simplement une guerre pour des conquêtes territoriales, c'est une confrontation entre un régime autoritaire et un régime démocratique. Et plus largement, il y a aujourd'hui un conflit qui s'est ouvert et qui ne se refermera pas avant longtemps entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques. Il y a une alliance qui a été conclue il y a maintenant plus de 10 ans entre la Russie et la Chine, et cette alliance, elle est présentée comme éternelle, illimitée, totale, et elle va avoir des conséquences. Elle a déjà des conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une osmose totale entre la Chine et la Russie. Et la Chine, de toute façon, sera bénéficiaire, quelle que soit l'issue du conflit ukrainien, puisque si Poutine devait perdre, ce qui est souhaitable et même nécessaire, la Chine aurait dans ce couple, dans cette alliance, la part principale. Ça ne doit pas nous faire oublier d'autres guerres, parce que ce qui explique quelquefois, disons, l'ambiguïté d'un certain nombre de positions des pays du Sud, c'est que la mobilisation internationale légitime qui se fait en faveur de l'Ukraine, eh bien, elle est absente ou elle est faible quand il s'agit de la guerre en Éthiopie, qui a fait des dizaines de milliers de morts, au Soudan en ce moment, sans parler de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce sentiment que notre émotion est finalement différentielle. Quand c'est loin, quand c'est sur d'autres continents, ne fermons pas les yeux, mais nous considérons que nous ne sommes pas menacés. Et tant pis si des morts s'accumulent. Je pense aussi à la RDC qu'on laisse dans un état de désœuvrement, d'accablement pour une partie de la population. Mais ce qui doit être pour nous tous, et en particulier pour vous, élus, c'est comment envoyer des signes au Sud, puisque c'est tout l'enjeu de ce qui va se produire dans les prochaines années. On voit une diplomatie très active de la Russie, de la Chine. On a encore vu un certain nombre de reportages sur ce qui se passe en Amérique latine, où la Chine, la route de la soie généralement ne passait quand même pas par Bogota, donc où la Chine fait penser qu'il y aurait là aussi une possibilité de développement pour les échanges entre une partie du monde, l'Amérique latine et la Chine. On a vu la Chine jouer un rôle de médiatrice entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui n'était quand même pas imaginable il y a encore quelques semaines. Donc il y a une action de la Chine, de la Russie aussi, qui a réussi à convaincre une partie des Africains que finalement le groupe Wagner était beaucoup plus civilisé, si je prends le mot qui convient, que les forces françaises ou même que la mission des Nations Unies. Alors que nous savions que c'était un groupe prébandier qui avait déjà dépecé la Centrafrique et qui n'agit que comme une garde prétorienne pour un certain nombre de dirigeants qui sont inquiets pour leur avenir. Donc nous avons affaire justement à des mouvements diplomatiques de la part de ces régimes autoritaires et à des actions des services de ces mêmes régimes pour nous disqualifier. Et s'il est assez encore facile
au nom du souvenir du néocolonialisme, de l'impérialisme, d'exhumer un certain nombre de traces d'histoire pour nous disqualifier. C'est moins vrai pour ce qui a été depuis longtemps l'apport des collectivités locales à ces régions et à ce monde, de manière désintéressée, de manière fraternelle, de manière en plus respectueuse. Ça ne veut pas dire que l'État doit s'effacer, au contraire, il doit justifier ce qu'il a à faire, et notamment sa politique étrangère et sa politique de développement. Mais nous avons absolument besoin que le Sud, le Grand Sud, puisse, dans ce conflit qui va durer, ne pas tomber du mauvais côté. Et ce qui suppose aussi que la démocratie réaffirme ses principes. La démocratie, c'est pas fait pour une partie du monde occidental. La démocratie, c'est fait pour tous les peuples qui veulent s'en emparer. Et il faut justifier la démocratie. Il faut être dans une conquête en termes de démocratie, qui n'est pas une conquête d'un continent sur un autre, qui est la conquête des droits. C'est ce qui fait que vous disiez qu'il y a une envie de France. Ça m'a toujours frappé, moi. Parce que comme les Français n'ont pas tellement envie d'eux-mêmes, je me suis dit, mais pourquoi les autres en auraient davantage envie? Parce que généralement, l'envie, elle est créée par un sentiment quelquefois exagéré de créer de la propre envie, d'avoir une belle idée de soi-même. Et il y a ce paradoxe que les Français n'ont pas toujours une belle idée d'eux-mêmes, mais que les étrangers ont une belle idée de la France. Et d'ailleurs, ceux qui ont le plus belle idée de la France, c'est les Français qui vivent à l'étranger. Alors on se demande pourquoi ils vivent à l'étranger, mais parce que c'est leur responsabilité économique, sociale quelquefois, leur famille. Mais il y a une idée de la France qui demeure. Et cette idée est très liée à la liberté, elle est très liée à la démocratie. J'ai toujours dit qu'une des plus grandes fiertés que j'avais eues comme président de la République, c'était au moment le plus terrible de l'attentat contre Charlie, contre l'hypercacher, de voir les chefs d'État du monde entier venir défiler à Paris. Au fond de moi-même, je me dis c'est très injuste, parce que le terrorisme islamiste, il est encore plus meurtrier dans un certain nombre de pays, et notamment des pays musulmans. Mais ils venaient tous ici parce que c'était la France. Parce que ce que nous représentions, même s'il n'y avait pas de liberté forcément dans les pays dont les chefs d'État et de gouvernement défilaient, mais ce que représente la France, c'est précisément cette espérance d'un monde meilleur et d'une liberté reconnue. Donc nous devons, et là aussi le rôle des collectivités locales est très important, porter ce message de liberté, ne serait-ce que notre propre organisation. J'ai dit qu'elle était défaillante sur certains points, mais quand même, il y a des libertés locales, elles existent. D'ailleurs, ça s'est largement formé avec la République et au lendemain de la Révolution française, pour l'origine. Donc, je crois nécessaire que nous puissions donner à la France tous ses atouts, et les collectivités locales font partie de ces atouts-là. Il y a une deuxième cause qui est absolument indispensable à porter, c'est le climat, parce que là aussi, comment essayer de réconcilier le monde? Finalement, qu'on vive dans un régime autoritaire, ou dans un régime de liberté, ou dans un régime qui ne sait pas encore comment se qualifier, la dégradation du climat est la même. De ce point de vue-là, il n'y a pas de frontière. En ce sens, le souverainisme trouve tout de suite sa limite. On peut se protéger de tout sauf du climat. Et pour beaucoup de pays, ce qu'ils attendent, c'est pas simplement une compréhension. Ce qu'ils attendent, c'est une action. Et là aussi, la coopération décentralisée, l'action locale, la diplomatie que vous pouvez conduire, elle est déterminante. Tout à l'heure, François Rebsamen a évoqué la COP 21. La COP 21 n'aurait pas pu réussir s'il n'y avait pas eu un long processus de préparation qui a associé les organisations non gouvernementales, tous ceux qui militaient depuis longtemps pour qu'il y ait un accord contraignant ou au moins apparemment contraignant sur le climat. Et je me souviens aussi de toutes les réunions auxquelles j'ai participé, parfois que j'ai présidé, avec les collectivités, avec les régions, avec les grandes villes, et avec d'ailleurs cette évidence que c'est souvent les régions, les collectivités qui font plus que les États sur le climat.